Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation des coureurs engagés sur cette épreuve de la liste de départ de cette édition 2024 de la Vuelta. Alors, pas de vidéo présentation sprinter. Présentation aux grimpeurs comme on a l'habitude de faire sur les deux autres grands tours. Pourquoi? Tout simplement, déjà par un petit manque de temps, on va pas se mentir, hein, avec le Tour de France Femmes, les Jeux Olympiques. J'ai toujours une vidéo en attente des Jeux Olympiques. Il y a les transferts aussi, j'ai une vidéo en attente sur les transferts. Aussi un point sur le classement UCI, elle est en attente aussi, cette vidéo. C'est un petit peu compliqué en ce moment au niveau planning. Mais surtout parce qu'on n'a pas de sprinter, quasiment on a très peu de sprinters, donc je me voyais pas faire une vidéo de 10 minutes avec en parlant de 3-4 sprinters et de la moitié des équipes quand même pas de sprinters, et puis d'avoir une vidéo sur les grimpeurs, donc j'ai décidé de réunir les deux vidéos. Et puis pourquoi la vidéo ne sort qu'aujourd'hui? Alors je devais la tourner hier. J'attendais en fait d'avoir les dossards. Je trouvais que c'était plus intéressant avec les dossards en faisant avec les numéros de dossards. Sauf que les dossards sont arrivés assez tard et que après avoir fait toutes les vidéos hier, j'étais un petit peu fatigué pour faire celle-là. Donc comme il faut quand même un petit peu d'analyse, j'ai préféré la faire aujourd'hui en sachant que l'étape du jour partant assez tard du côté du Portugal. Voilà, je me suis dit que c'était plutôt pas trop mal de la faire maintenant. Donc, Tour d'Espagne 2024, vous voyez, il y aura plus de 3300 km à parcourir. C'est le grand tour cette année qui a le plus de dénivelé positif, et largement par rapport au Tour de France et au Tour d'Espagne. Est-ce que malgré tout, ça sera une course de qualité? Des fois, c'est un peu la course à l'échalote du côté de la Vuelta, et c'est enchaîner 15 arrivées au sommet, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle, parce que la deuxième et la troisième semaine vont être extrêmement compliquées. Bon, on commence tout de suite avec les équipes au départ et on commence avec la Visma Leasebike, première équipe à l'intérieur de laquelle nous allons avoir Sepp Kuss, et oui, le vainqueur en titre de cette Vuelta, qui ne sera pas accompagné de Vingegaard ni de Roglic qui a changé d'équipe, mais Vingegaard a décidé de faire l'impasse sur la Vuelta. Par contre, à l'intérieur de cette équipe, on a quand même du beau monde. C'est ça qui est assez surprenant, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il n'y a pas Vingegaard, notamment, ça va peut-être manquer un petit peu en montagne. Il n'y a pas Kelderman non plus, mais on a quand même Kruijswijk, Resing, Uijtdebroek-Walter. Resing, c'est peut-être même l'une de ses dernières courses, parce qu'il doit prendre sa retraite à la fin de l'année, Robert Resing. Mais je trouve que Kruijswijk, Uijtdebroek-Walter et Van Aert, c'est quand même pas mal pour aider Sepp Kuss, surtout que Van Aert a l'air d'avoir retrouvé une très bonne condition physique, peut-être meilleure même que celle qu'il avait sur le Tour de France. Uijtdebroek, ça reste un coureur de qualité, il connaît la Vuelta, Uijtdebroek, là aussi il l'a fait l'année dernière, donc ça c'est un petit avantage. Et puis vous avez Kruijswijk qui est un coureur intéressant. Il n'y aura pas Kelderman, je crois que Kelderman était prévu au départ, et puis bon, il est tombé sur Burgos. J'ai pas trop suivi Burgos, donc je crois que c'est ce qui est arrivé. Non, ou il est sur le Tour de Pologne. Non, il doit être sur le Tour. Non, il est sur le Tour de Pologne, pardon, Kelderman. C'est vrai qu'il y a aussi le Tour de Pologne en même temps. Il est tombé sur le Tour de Pologne. Mais non, il est sur le Tour de Pologne. C'est vrai que c'est compliqué cette année parce que le mois d'août, avec les Jeux Olympiques, est extrêmement dense. Arctic Race of Norway, Burgos, Tour du Limousin, Tour de France Femmes, Tour de Pologne, Tour d'Espagne, Tour d'Allemagne la semaine prochaine aussi. Waouh, Bretagne classique, voilà, cette année c'est extrêmement compliqué de tout suivre et le mois d'août est toujours très dense, et c'est pour ça que ça serait intéressant de décaler la Vuelta en septembre. Ça permettrait un petit peu peut-être de décaler tout ça au niveau des pics de compétition. Mais Sepp Kuss, il est bien entouré. Le problème de Sepp Kuss, c'est que depuis le début de saison, c'est un peu l'année galère, Sepp Kuss. L'année dernière, il a fait 3 grands tours. Est-ce que c'était pas une erreur? Même s'il gagne le Tour d'Espagne. Parce qu'il a accumulé énormément de fatigue. Et je me souviens, moi, quand Philippe Gilbert est champion du monde, par exemple, il a beaucoup de mal à réembrayer l'année d'après, parce qu'il avait fait beaucoup de jours de course, et beaucoup de jours de course où il était au top. Il avait eu beaucoup de mal à encaisser après le titre de champion du monde. Je pense que Sepp Kuss, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il a du mal à encaisser parce que l'année dernière, il a pas mal couru, et notamment il a fait les 3 grands tours, ce qui veut dire la fatigue physique, mais il a peut-être également du mal à encaisser le fait que son statut ait changé. Il a plus le statut d'équipier. Avant, c'était le lieutenant de luxe, Sepp Kuss. C'est devenu un leader.
Et c'est vrai qu'au début, Sepp Kuss, il avait dit pendant de nombreuses années, je ne veux pas être leader parce que je n'ai pas envie d'assumer ce statut de leader. Je n'arrive pas à assumer ce statut de leader. Il disait, quand on me donne le statut de leader, souvent je suis pas bon. Bon, il avait un peu changé ses propos l'année dernière, où il avait dit, maintenant j'accepte le fait d'être leader, mais est-ce qu'il accepte véritablement le fait d'être leader? C'est la grande question qu'on se pose cette année. Puis pas de chance pour lui. Sur le Tour de France, il chope la Covid avant le Tour de France. Donc en plus, il arrive sur cette Vuelta avec une programmation de saison qui a quand même été chamboulée. Parce que normalement, l'idée de départ, c'était qu'il fasse le Tour de France avec Vingegaard pour aider Vingegaard et ensuite qu'il fasse le Tour d'Espagne. Il n'y a pas eu le Tour de France. Il y a eu le Tour du Burgos, mais il n'y a pas eu le Tour de France. Donc ça change quand même la donne pour Sepp Kuss et on va voir comment ça va se passer, mais il y aura quand même une belle équipe. On devrait voir la Visma de toute manière, hein, avec également Van Aert qui sera accompagné de Van Baarle et Affini pour les sprints, parce que je pense que c'est Van Baarle qui fera qui fera peut-être le poisson pilote de Wout Van Aert. J'espère qu'il sera remis, Dylan Van Baarle, de la victoire de sa compagne aux Jeux Olympiques, parce que je rappelle que Dylan Van Baarle est le compagnon si je ne me suis pas trompé, le compagnon de Pauline Ferrand-Prévot. Ils vont même se retrouver dans la même équipe l'année prochaine. Ça va être pas mal. Oui, c'est pas... Si, c'est marqué. Si, c'est marqué après. On poursuit avec une deuxième équipe, la UAE. Alors, il y a encore du bon monde chez UAE. Hein. C'est vrai que c'est presque sur le Giro où on a eu l'équipe la plus faible parce qu'il y avait Molano. Là, c'est quand même encore une fois du très très costaud. Je dirais que le moins bon des coureurs, pour moi, c'est Baroncini dans cette équipe. L'ancien champion du monde espoir qui, pour le moment, n'a pas vraiment confirmé. Mais alors là... c'est vrai que Visma a peut-être une armada qui est moins forte que l'année dernière sur cette Vuelta, mais alors là c'est du très très costaud. Del Toro, on a hésité à lui faire son premier grand tour, on s'est dit ok d'accord, il faudra voir comment ça tient sur 3 semaines Del Toro, mais déjà il peut quand même amener sa pierre à l'édifice. Sivakov très en forme, puis c'est une période où l'année dernière il était très fort, hein, Pavel Sivakov. Jevine qui est de retour après une grosse chute, Jevine, on va voir ce que ça va donner. Adam Yates qui était peut-être presque un petit peu en dedans sur le Tour de France. Mais est-ce que c'était pas pour être très fort sur la Vuelta? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. McNulty, toujours bon, surtout sur les parcours un petit peu punchy. Hein. McNulty est très fort dans ce type de parcours. Et puis Marc Solé, qui a déjà remporté une victoire d'étape sur la Vuelta. C'était il y a quelques années, à l'époque où il était chez Movistar. Il faut véritablement s'en méfier. Donc, et puis Almeida, qui peut être très bien placé après le premier contre-la-montre. Hein, Joao, Almeida. Et puis, même si les montées en Espagne ne sont pas forcément là où il excelle le plus, Almeida a fait quand même un très bon Tour de France. Je trouve, autour de son leader... Pogacar. Vous avez pour moi 2 numéros 1 qui sont Adam Yates et Almeida. Pour moi, ce sont les 2 numéros 1. Del Toro pour le maillot blanc, ça peut être un coureur intéressant. Et puis on verra, pourquoi pas Jevine pour aller chercher le maillot rouge d'entrée, même si ça peut être compliqué. Et puis Sivakov pour aider. Tu as Sivakov, McNulty, Solé, Jevine. C'est pas mal quand même, hein. C'est très très bien dans cette structure. Donc Almeida, Adam Yates, il faudra voir qui se dégagera. Ça, je pense qu'on attendra peut-être la première semaine pour voir qui sera le leader du côté de chez UAE, mais c'est quand même la grosse structure. Même si on n'a pas Pogacar, on a quand même du beau monde du côté de cette formation. Troisième équipe, Ineos. Pas simple hein, pour Ineos. On part quand même avec 2 coureurs qui ont déjà fait un grand tour. Arensman qui a fait le Giro, Rodriguez qui a fait le Tour de France. Rodriguez sur le Tour de France a été moins bien que l'année d'avant. Arensman sur le Tour d'Italie, c'était un peu mieux que l'année d'avant, si on va par là. Sauf que pour moi, Arensman, les montées espagnoles, je suis pas sûr qu'elles lui conviennent. Et Carlos Rodriguez, j'ai l'impression qu'il a un peu fini sur les rotules le Tour de France. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Après, en termes d'équipier, en haute montagne, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Narvaez, bon, il est toujours bon, mais
à partir d'une certaine longueur de montée, il a quand même un petit peu du mal. Brandon Rivera, j'ai jamais trouvé exceptionnel ce coureur-là. Oscar Rodriguez, c'est son premier grand tour, je crois, avec la Movistar. Parce qu'il n'avait pas fait il avait pas fait le Giro début de saison qui a été discret, à part 6ème du Tour de Norvège, mais à part ça, pas grand chose. Et 14ème du Tour de Burgos, ouais, pas grand chose quand même à se mettre sous la dent. Carlos Rodriguez, donc lui, il n'a pas dû courir depuis le Tour de France, voilà. Donc c'est toujours compliqué quand tu as arrêté pendant un mois de reprendre sur la Vuelta. Arensman, lui, il n'a pas couru depuis quand? Enfin, lui, il a fait donc le Giro, et il a fait que le Tour de Burgos depuis le Giro. Donc ça reste léger, surtout en Tour du Burgos où il prend seulement la 20e place. Donc la remise en route a peut-être été un petit peu compliquée. Et tu sens que ça va être une course compliquée, je trouve, pour Ineos. On visera le maillot blanc, peut-être, parce qu'il n'y a pas forcément... Il y a Skelmoseux quand même, du côté d'Idle-Trek, mais bon, sur 3 semaines, la dernière fois, ça ne s'était pas extrêmement bien passé. La grande question aussi, Joshua Tarling. Qu'est-ce que ça va donner, Joshua Tarling? Il a envie de jouer les courses par étapes, on verra. Il y aura le contre-la-montre, bien entendu, aujourd'hui, mais ce que ça va donner, Joshua Tarling, ça, c'est la grande question. Et puis Kim Hayduk et Lorenz de Plus, toujours se méfier de Lorenz de Plus. L'année dernière, ça s'était pas bien passé pour lui sur la Vuelta. On espère qu'il va pas abandonner dès la première étape. Et puis Kim Hayduk, l'Allemand, ça doit être son deuxième grand tour. Oui, et c'est sa deuxième Vuelta. Il avait déjà fait la Vuelta, donc je pense l'année dernière. Bon voilà, il avait fini 139e. Donc voilà, dans un rôle d'équipier. Je suis pas convaincu, moi, pour Kim Hayduk. Voilà, parce coureur, je suis pas... voilà, je trouve pas ce coureur exceptionnel, voilà, Kim Hayduk. Mais bon, il fait partie d'Ineos, donc on l'utilise. 4ème équipe, Soudal Quickstep. Landa en tête d'affiche. Quasiment la seule tête d'affiche pour la montagne, c'est Landa. On vient avec Cataneo et Van Sevenant. Louis Vervaeke qui avait abandonné le Tour de France. Mauri Van Sevenant qui aura quand même des étapes normalement pour son profil. Lui qui a fait 4ème de l'Amstel cette année. Mauri Van Sevenant qui a fait le Giro où il prend quand même... Ouais, il fait la 30e place. 7ème de l'étape de Turin, 6ème de Liège, 4ème de l'Amstel cette année surtout. 7ème du Tour de Man aussi, du côté de ce coureur, qui a fait seulement les championnats de Belgique à la Classica San Sebastian depuis la fin du Tour d'Italie. Ouais, c'est... en même temps, là, t'allais pas venir avec Remco Evenepoel. Bon, Landa qui a fait un bon Tour de France, va falloir voir comment il va enquiller sur ce Tour d'Espagne, parce que ça va pas être forcément évident pour lui, même si je pense que ça fait partie des coureurs qui n'ont fait que la Classica San Sebastian. Ça va quand même pas être si facile que ça de rembrayer, surtout que, bon, je rappelle, il a quand même 34 ans, donc c'est pas un âge extrêmement jeune. On vient aussi avec Casper Asgreen, avec James Knox aussi pour la montagne britannique. James Knox, ça reste un peu une énigme pour moi. Ça fait partie des coureurs, je me dis, j'ai du mal à savoir où le classer, James Knox. C'est un coureur qui arrive parfois à faire 1 ou 2 coups dans l'année, mais qui est maintenant surtout équipier du côté de Soudal Quickstep. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que ça va donner aussi William Junior Le Cerf, parce que on parle beaucoup de Del Toro, mais William Junior Le Cerf, c'est un très très bon coureur. Et puis Casper Pedersen, je ne sais pas s'il jouera les sprints, parce que là, il y a un peu moins d'opposition. Ça peut peut-être être une bonne opportunité à Asgreen Pedersen pour tenter de jouer des sprints. Tiens, un coureur qui pourra jouer également les sprints, pourquoi pas, du côté de la Lidl Trek, c'est Skelmoseux. Et là, ça peut être intéressant. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de sprinteurs au départ. Skelmoseux, c'est son objectif numéro 1 de la saison. C'est assez rare du côté des équipes de tenter ce genre de choses. C'est vrai que normalement, on est habitué à ce que est-ce que face à un autre grand tour avec la Vuelta, c'est rare quand même maintenant les leaders qui se concentrent entièrement sur la Vuelta. Ça a été le cas dans les années 2000, c'est moins le cas aujourd'hui parce que c'est une grosse prise de risque. Imaginons tu tombes sur Burgos, et ta saison, c'est une saison blanche, quasiment. Donc c'est très compliqué de réussir en plus à être performant que sur la Vuelta, parce qu'il faut bien programmer son pic de forme. Par contre,
Si tu arrives à tout faire, à ce que tout se goupille bien, bah là c'est fantastique parce que tu as beaucoup plus de fraîcheur que tes adversaires. Donc ta troisième semaine est bien meilleure. Donc je pense que Skelmose s'est dit à programmer son pic de forme à partir de la deuxième semaine. Forcément, c'est le terrain qui lui convient le mieux à Skelmose. Parce que c'est des montées typiques voilà, de 10 km. Ça, c'est ce qu'il aime, Skelmose. Et puis, il faudra se méfier de lui parce que oui, je parlais de possibilité de sprint. Ça reste un coureur qui a une énorme pointe de vitesse pour un grimpeur. Et ça peut être intéressant pour aller chercher des bonifications. Alors, il ne sera pas tout seul parce qu'il aura un autre co-leader, c'est Tao Geoghegan. Assez transparent, il faut bien le dire, cette année, Tao Geoghegan du côté de la Lidl Trek. Il revient de 6 ou 7 mois de blessure pour sa dernière année chez Ineos. C'est sa première année en dehors de la structure Sky Ineos. Donc pas forcément facile à gérer pour Tao Geoghegan. Et là aussi, il arrive avec pas forcément 10 millions de jours de course dans les pattes. Il est à 32. Donc c'est plutôt très bien. Donc avec de la fraîcheur. Il a abandonné sur ses 2 dernières courses, ça c'est pas top, sur le Dauphiné et sur Burgos. On verra ce que ça va donner pour Tao Geoghegan, parce que c'est vrai que l'année n'a pas forcément été évidente pour le vainqueur du Tour d'Italie 2020. On aura Patrick Conrad qui est pas mal ces derniers temps. Patrick Conrad, j'ai trouvé très intéressant l'Autrichien sur les quelques extraits que j'ai vus de courses auxquels il participait ces derniers temps. Sam Oomen, que j'ai vu un petit peu sur le Tour de Burgos, sur les extraits que j'ai vus du Tour de Burgos. Et puis il y aura Vacek, intéressant le Tchèque. Là aussi, on parle des jeunes coureurs. Beaucoup de jeunes coureurs décident de venir sur ce Tour d'Espagne en se disant ça peut être une première opportunité pour un grand tour. Mathias Vacek, c'est un très bon coureur tchèque sur les grandes courses. Donc il faudra voir. Et puis Otto Vergade et Carlos Verona qui double également après le Tour de France. Et puis Ciccone qui sera là après le Tour de France aussi. Mais là, je pense qu'il jouera beaucoup plus les étapes. Giulio Ciccone, pourquoi pas également du côté de Giulio Ciccone jouer un classement de la montagne, parce que lui aussi, un peu comme Geoffrey Bouchard à qui il ne manque que le classement de la montagne du Tour de France, lui il lui manque que le classement de la montagne du Tour d'Espagne. Il a fait que 2 Tours d'Espagne dans sa carrière, Ciccone, si vous regardez bien. En 2021 il abandonne, et là ça sera son deuxième, voilà, cette année. Donc on verra ce que ça va donner. C'est la première fois qu'il enchaîne Tour Vuelta dans sa carrière. Donc ça c'est intéressant de le souligner. Mais là je pense qu'il jouera beaucoup plus les étapes que le classement général, Coco, parce que voilà, sur le Tour de France il s'est concentré sur le classement général. Ça n'a pas forcément été évident pour lui. Parce que c'est un peu presque contre nature pour Ciccone qui aime faire le spectacle, qui aime faire le show sur la fin, il retombe en plus dans le classement. Donc c'est un peu dommageable de ce côté-là. Mais bon, on verra maintenant ce que ça va donner pour Ciccone pour la suite de sa saison. Et puis donc sur cette Vuelta, moi je pense qu'il va jouer les étapes. Pourquoi pas le classement de la montagne, parce que là aussi il y a des opportunités pour le coureur italien. On poursuit avec Decathlon qui a décidé d'employer la stratégie qu'on appellerait la stratégie groupe ABFDJ sur le dernier Tour de France. All-in, on met tous les meilleurs grimpeurs quasiment. Il n'y a que Aurélien Paré-Peintre de tête qui n'est pas dans cette équipe. Ben O'Connor qui double après le Giro. Félix Gall qui double après le Tour de France. Victor Lafay qui a débuté tardivement sa saison. Moi, je l'ai vu sur le Burgos, sur l'étape où il attaque dans le final, c'était pas mal. Vous avez Sander de Pestel, qui est là. Geoffrey Bouchard, qui va peut-être essayer d'aller chercher un nouveau classement de la montagne de la Vuelta, mais voilà, qui est un bon coureur, Geoffrey Bouchard, qui lui aussi a commencé extrêmement tard. C'est comme Victor Lafay, c'est des coureurs qui ont eu des gros pépins physiques. Qui se retrouvent donc, qui étaient obligés de faire la Vuelta parce qu'ils n'avaient pas assez de jours de course pour le Tour de France. Clément Berthet qui a été très bon depuis le début de saison sur les Coupes de France, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Bruno Armirail, qui fait partie des bons coureurs de cette structure qu'on a vu lors du Tour de France, donc qui poursuit avec ce Tour d'Espagne, et puis Valentin Paré-Peintre. Donc en fait, à part Aurélien Paré-Peintre de tête dans cette structure, au niveau des bons grimpeurs, Alex Baudin qui est lui sur le Tour du Limousin,
qui a même gagné le Tour du Limousin. Bah oui, il manque pas grand monde, hein. On a vraiment fait all-in du côté de cette équipe pour tenter d'aller chercher des victoires d'étape, d'aller chercher des gros résultats, de continuer sur la lancée des victoires. Je ne sais même pas si le général est véritablement un gros objectif. Je pense que l'objectif, sont les victoires d'étape. Avec cette configuration-là, notamment Victor l'a fait, notamment aussi, pourquoi pas Clément Berthet, qui a les capacités de le faire aussi. Puis, moi je pense que c'est pas forcément le terrain idéal pour Félix Gall. Ben O'Connor, en fait les deux sont pas les meilleurs punchers du peloton non plus, mais il faudra voir pour le classement général. Moi je pense que Ben O'Connor peut faire un bon premier contre-la-montre, Félix Gall aura plus de mal, mais ça peut donc lui laisser des libertés ensuite pour attaquer à Félix Gall. Donc c'est une équipe qui est assez intéressante, voilà, du dossard 51 au dossard 58, je pense qu'on les verra souvent à l'attaque. Red Bull, Borans, Grohe, Roglic, leader, mais la grande interrogation c'est dans quel état physique il est, Primoz Roglic. Parce qu'on l'a vu, une image, une photo avec une petite dent en moins, Primoz Roglic, j'ai vu ça hier. Donc est-ce qu'il est encore tombé, Primoz Roglic, et qu'il aurait perdu une dent, ou soit il a eu juste un problème de dentition, où il avait une dent sur pivot et elle a sauté en mangeant du caramel. Je ne sais pas, mais encore un souci pour Primoz Roglic, j'ai envie de dire c'est récurrent. Donc au cas où Primoz Roglic ne sera pas au top ou au cas où il tombe, il y a quand même deux autres très bons coureurs, Daniel Felipe Martinez qu'on a vu sur le Giro et puis Alexandre Vlasov qui a fait un demi-tour de France, donc qui a aussi l'opportunité d'avoir beaucoup de fraîcheur sur cette Vuelta. Donc il y a deux autres opportunités. N'oublions pas le petit Lipovic qui m'avait fait une bonne première partie de Giro, le coureur allemand, ancien biathlète, ça c'était pas mal. Et puis on a aussi Patrick Gamper, Nico Dens, qui ira peut-être chercher une échappée, qui a eu un peu plus de mal. Roger Adria, là aussi il y a des opportunités déjà, parce que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Et quand vous voyez jusqu'à maintenant des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, il n'y en a pas 150 au départ. Et c'est aussi un coureur qui passe bien les bosses, hein, donc sur des arrivées en faux plat montant. Ça peut être un coureur dangereux. Et puis Giovanni Aleotti, qui sera aussi là. Donc voilà, la formation Red Bull Borans Grohe, pas la plus solide en montagne, mais en cas où un leader soit pas au top, tu as des opportunités de rechange avec Martinez et Vlasov. Donc ça c'est plutôt intéressant du côté de cette formation. Ça m'étonnerait qu'on ait quand même pas un coureur dans le top 10 du côté de cette équipe. Alpecin de Koenig, on mise tout sur les sprints avec Caden Groves. Il y aura certes Quinton Hermans, pourquoi pas aller chercher des étapes un petit peu plus compliquées, mais l'objectif. Et puis Vergalito, l'italien également, mais qui me semble encore un petit peu trop léger. Mais l'idée, c'est surtout d'essayer de gagner des sprints avec Caden Groves. C'est quand même une énorme prise de risque quand tu vois le parcours de ce Giro de cette Vuelta 2024, pas de ce Giro, cette Vuelta 2024 qui est quand même extrêmement compliqué pour les sprinteurs. Alors même si Caden Groves sait passer les bosses, ça va pas être évident quand même pour lui. Il y aura, en fait, la plus grosse opportunité pour les sprinteurs, elle est presque le deuxième jour de course. Allez, demain. Ensuite, ça va être compliqué pour les sprinteurs. Il y a vraiment des étapes qui vont pas être évidentes, donc il faut pas se rater sur les premiers jours de course parce que deuxième, troisième semaine, les opportunités seront minces et puis il faudra encore avoir une équipe autour de soi, ce qui n'est pas évident. Vous voyez, donc Balachta, Dogman, Zandro Meurice, Plancart, Risbeck également au départ du côté de cette équipe Alpecin de Koenig. Mais quand vous avez un grand tour montagneux, le problème d'Alpecin, c'est de ne pas avoir 4-5 coureurs qui soient très bons en montagne. C'est là où on voit les limites aussi de cette formation. Qui, si je pense, elle avait pu choisir de participer à 2 grands tours sur 3, elle aurait fait le choix de ne pas participer sur la Vuelta. Parce que clairement, elle n'a pas l'effectif pour être performante sur cette course. Israël, eh bien, du beau monde au départ du côté d'Israël. On commence déjà avec Richie Tello qui sera là, le jeune américain, toujours très bon en montagne, dont il faudra se méfier. Michael Woods, lui qui ira chercher les victoires d'étape, hein, Michael Woods, ça sera son objectif. On a Dylan Teuns aussi, qui avant d'aller chez Cofidis voudra aller chercher des victoires d'étape, je pense. Le général, j'y crois pas, mais qui voudra peut-être aider Riccitello. Ne pas oublier également George Bennett pour aider Mathieu Riccitello en montagne. Et puis ensuite, on aura quand même Corbin Strong pour les sprints.
qui passe extrêmement bien les bosses. Donc lui, il est capable d'aller chercher des victoires sur des terrains auxquels ne passeront pas Caden Groves ou Brian Coquard, qui est également au départ de cette épreuve. Donc ça peut être pas mal. Et puis n'oublions pas également Riley Sheehan, le coureur qui avait été très performant l'année dernière sur Paris Tour, qui a été très bon sur les classiques flandriennes. Là aussi, c'est un coureur qui s'est passé comme les légères bosses. Donc il pourra emmener Corbin Strong dans les sprints. Et puis il y aura Nada Vreisberg et Marco Frigo. On devrait voir Marco Frigo dans beaucoup d'échappées. Les jeunes coureurs italiens. Lotto Destiny. Van Edvelt pour le général. Pour moi, il joue le général Lennart Van Edvelt, qu'on a vu notamment sur la classique à San Sebastian. Mais pour moi, c'est lui qui va jouer le général. Le problème, c'est que bon, en haute montagne, il va être seul. Ensuite, on jouera les victoires d'étape. Krohn, Kampenhardt, Sepulveda, De Rent, pourquoi pas pour aller chercher quelque chose pour son dernier grand tour, peut-être pour sa dernière course chez les professionnels. Monique Grégard également. On sera trop léger pour les sprints, on sera léger quand même pour la haute montagne. Donc il faudra tenter des coups en échappée. Ça peut peut-être passer, les échappées quand même sur ce Tour d'Espagne. Je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup d'échappées qui aillent au bout du côté de ce Tour d'Espagne. Déjà parce qu'on n'a pas forcément les plus grands attaquants de l'histoire du côté des leaders du classement général. Et aussi parce que au bout d'un moment, si les écarts se font, vous allez avoir des coureurs à un quart d'heure, 20 minutes assez rapidement dans cette épreuve. Et donc forcément des coureurs qui ne seront pas dangereux pour le général. Donc on peut leur laisser l'opportunité d'aller partir à l'avant. Groupama FDJ, all-in de nouveau. À part Martinez, sinon on emmène encore du beau monde. Avec David Gaudu qui double. C'est la première. Non, il avait doublé déjà en 2020, je crois, David Gaudu. Le Tour de France a été compliqué. Il a été assez transparent sur ce Tour de France. Bon. L'opportunité de se racheter sur ce Tour d'Espagne, c'est ce qui était arrivé en 2020. Et peut-être de recréer un petit peu une dynamique au niveau des résultats. Autour de lui, il y aura Quentin Paché, ça c'est pas mal. Il y aura Rémi Rochas également, ça c'est pas mal. Il y aura Kevin Genietz et Byström, ça c'est pas mal aussi pour l'aider en montagne. Stephen Kung, là pour le contre-la-montre aussi. Stephen Kung qui a fait que de grands tours, il n'a pas fait le Giro. C'était l'année dernière qu'il avait fait le Giro, oui, voilà. Cette année, il a fait que le Tour de France. On l'a aussi assez discret sur ce Tour de France, donc il y aura peut-être l'envie de se racheter du côté de Stephen Kung et de montrer des bonnes choses. Et puis donc Lorenzo Germani, le jeune Italien, qui sera au départ, qu'on avait vu lui sur le Giro, qui a très peu couru depuis, donc on verra ce que ça va donner. Coureur qui a renouvelé un contrat jusqu'en 2027 pour Lorenzo Germani. Et puis donc Ruben Thompson également. Pourquoi pas pour aller chercher les sprints, Ruben Thompson. C'est peut-être l'opportunité. Quentin Paché aussi. Il y a des étapes avec des arrivées un petit peu difficiles. On sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. Ça peut peut-être convenir. Mais je dirais même plus que Quentin Paché que Ruben Thompson. Même. Ruben Thompson qui est en fin de contrat. Donc lui, il aura besoin de se montrer. Le coureur néo-zélandais. Mais oui, c'est vrai que pour les sprints, vous avez Quentin Paché. Pourquoi pas pour aller tenter sa chance. Parce que c'est vrai que comme il n'y a pas beaucoup de sprinteurs au départ de cette épreuve, c'est peut-être une belle opportunité. EF, on mise tout sur Carapaz, pour moi, pour aller tenter de jouer le général. On sait qu'il est capable d'aller gagner des bonnes courses. Encore une fois, quand on voit les concurrents au départ, Carapaz qui a beaucoup dépensé d'énergie sur le Tour de France, ça peut être une opportunité pour lui ce Tour d'Espagne, tenter d'attaquer. Il n'y a que 2 contre-la-montre aussi, donc pour quelqu'un qui n'est pas bon dans ce domaine-là, c'est plutôt avantageux. Et puis il sera quand même bien entouré, déjà par Cepeda et Ourad, donc ça c'est quand même plutôt une belle opportunité. Rui Costa, ça ne m'étonnerait pas aussi qu'on essaye de lui faire jouer les sprints, parce qu'il a une bonne pointe de vitesse, Rui Costa. Il s'est frotté. Ça peut être une bonne opportunité. Darren Rafferty, on parlait des jeunes coureurs qui font leur premier grand tour. Darren Rafferty en fait partie. Il faudra se méfier de l'Irlandais là aussi pour le maillot blanc. Et puis Owen Doull, James Shaw, Harry Sweeney du côté de sa structure. Donc c'est plutôt solide pour aider Carapaz
notamment CP Daouran. Ça peut vraiment être intéressant pour aider le coureur équatorien. Pourquoi pas pour aller chercher un deuxième grand tour. Surtout que la Vuelta lui a toujours... Enfin, moi je me souviens que l'année où il est avec Ineos, il était très fort sur la Vuelta, donc c'est une période où il sait être prêt. Movistar, All-in, là aussi on met les meilleurs grimpeurs. Quintana, Rubio, Mas, Lascano. On verra ce que ça donnera au niveau du général pour Henrik Mas, mais là il est bien entouré. Quintana, lui, est tombé à Burgos, donc il faudra voir comment il a récupéré de cette chute. Et puis après, on retrouve Jorge Arcas, Carlos Canal et Pelayo Sanchez. Pelayo Sanchez, là aussi pour les sprints, ça peut être une opportunité. C'est pas un pur sprinter, Pelayo Sanchez, mais comme il n'y a pas grand monde, bah faut tenter le coup hein. Avec Pelayo Sanchez, ça peut peut-être marcher. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Donc faire attention du côté de la Movistar. Mais ouais, il faudra marquer des points hein, pour la Movistar, puisque l'année n'a pas été exceptionnelle. Et puis Henrik Mas, ça va pas être facile hein, quand même pour le coureur espagnol. Parce qu'on l'a assez peu vu depuis le début de saison. Hein. Assez discret, Henrik Mas, il faut bien le dire. Tour de France, bon, il finit 19e. Sur la fin, il fait des podiums. Hein. Mais c'est vrai que sur les 2 premières semaines, c'était pas exceptionnel. Et ensuite, il a été placé, mais pas forcément véritablement un acteur important des différentes courses auxquelles il a participé. Il a quand même déjà marqué 934 points au niveau UCI. Donc c'est presque aussi bien que 2023, mais 2023 était tombé sur le Tour de France. On est quand même loin pour le moment de sa saison 2022. Vous voyez au niveau des points Pro Cycling Stat. Du côté de Henrik Mas. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser du coureur espagnol en ce moment. Je suis un peu pessimiste. Bahreïn, Milosevic, qui, pas comme le dictateur serbe, le croate, je crois, qui est dans sa dernière année de contrat, donc lui aussi il faudra qu'il se montre, parce que c'est vrai que ces 3 années chez Bahreïn, voilà. C'est-à-dire lui qui m'avait impressionné. Moi j'avais vu sa victoire sur le Tour de Sicile, donc 2022. J'avais été impressionné ce jour-là par ce coureur. Je m'étais dit, il arrive en World Tour chez Bahreïn. En plus, c'était une arrivée en World Tour qui était programmée à l'avance. Donc je me suis dit, allez, ça va être fantastique. C'est un coureur qui va être super attaquant, un peu style puncher. Voilà. C'est le néant au niveau de son palmarès sur les dernières années. Enfin voilà quoi, il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. Très clairement. Il n'est pas prolongé. C'est le fils d'un des assistants directeurs sportifs de Bahreïn. Donc ça avait été l'avantage d'être recruté. Mais quand vous voyez là ces 2 dernières saisons, c'est le néant en termes de résultats. Et on ne peut pas se contenter de ça du côté de ce coureur. Donc il va falloir qu'il se montre. Hein, sinon ça sera retour en continental ou en 2e division pour Milosevic. Et pas dans les meilleures équipes de 2e division. Donc là, il va falloir se montrer pour le Croate. C'est déjà un moment important de sa carrière. Pourtant, il n'a que 22 ans, mais ça va être déjà un moment important pour se montrer et pour dire à Bahreïn, vous vous êtes pas trompé en me recrutant. Mais ouais, il va falloir se montrer sur cette Vuelta, ce qui va pas être évident. Et il fait son premier grand tour. Hein. Lui aussi. Mais en termes de résultats jusqu'à maintenant, c'est quand même léger. Pour pas dire plus. Pour pas être plus méchant, plus cassant pour Milosevic. Et puis on viendra avec une belle équipe en montagne, hein, Jack Egg, Torsten Traen, s'il tient sur ses roues, le coureur norvégien, et puis Caruso et Tiberi qui double après le Tour d'Italie. Pour moi, leur meilleure carte, c'est Tiberi. Meilleure carte également pour le maillot blanc. Hein. Pour moi, il est favori pour ce maillot blanc, avec Arensman notamment du côté de la Ineos, Arensman et Rodriguez. Il n'a pas vraiment de défaut, Tiberi. Hein. Il est bon en montagne, il est bon sur les côtes assez courtes. Il est bon sur les côtes plus longues. Il est bon en contre-la-montre. Il tombe pas souvent non plus, Tiberi. Donc voilà, il n'a pas vraiment de défaut. Et puis il y aura Kamil Gradek,
On n'a pas ramené Bauhaus et Sutterling pour les sprints. Là encore, hein, je me dis pourquoi pas, parce que Sutterling, il a été sprinter, il a fait 5e d'une étape du Tour de France cette année, alors qu'il était là pour emmener Bauhaus. Donc je me dis pourquoi pas aussi j'achète Sutterling au niveau des sprints. On poursuit du côté des équipes avec la team Jayco Alula. On vient avec Zana, Harper, Dunbar. Difficile. Et Mauro Schmidt aussi. Une équipe qui a été marquée quand même par les problèmes physiques. Dunbar qui a eu une année catastrophique. Donc là, je ne sais pas trop ce que ça va donner sur cette Vuelta parce que il est tombé un nombre de fois Dunbar et en plus, il s'est pété des trucs à chaque fois. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça va donner Beret. Voilà, c'est un coureur qui m'intéresse. Sinon, je pense qu'on les verra aussi pas mal dans les échappées parce que je pense pas que Dunbar ça aille très loin. Zana pour le général, pourquoi pas, mais je pense qu'on verra Schmidt, Harper aussi dans ce genre d'étape. Et puis Callum Scottson, Callum Scottson et Engelhardt. Là aussi, dans les situations de sprint, c'est peut-être des coureurs qu'on peut voir. Parce que c'est vrai que, encore une fois, hein, pas forcément beaucoup de coureurs qui sont présents pour les sprints, donc ça peut être une opportunité pour ces coureurs-là. Mais c'est pas l'équipe qui m'intéresse le plus, hein, loin de là, cette formation. Arkea, Christian Rodriguez, ça reste un coureur qui peut faire top 15. Donc voilà, c'est un coureur qui peut faire top 15. Après, objectif échappé, hein, là il n'y a pas photo. Quand tu vois l'équipe, Lorenz Heuss, Guglielmi, Gernalek, Gébert, Ovzian, Lebert, Ries. Mais moi je pense que même dans les échappées, ça va être compliqué de faire un résultat. Je pense pas qu'on voit énormément ce maillot jaune de Arkea sur les routes de la Vuelta. Hein. Vraiment, cette équipe ne m'inspire pas grand-chose, il faut bien le dire. Intermarché, bonne idée d'emmener Rota. Parce que c'est le terrain pour moi, pour Lorenzo Rota. Donc là déjà, je suis content. Maintis, il sera dans le top 20. Je pense, je serais surpris qu'il soit en dehors du top 20. Surtout vu les adversaires. Mais là aussi, c'est faible hein, en termes d'effectifs. Brahed, Gosson, Marit, Paco, Petilli, Taramae. Taramae qui est peut-être en fin de carrière, hein, parce que je crois qu'il n'a toujours pas de contrat pour l'année prochaine, Taramae. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Taramae aussi, c'est peut-être son 20e et dernier grand tour. Déjà 20e, putain. En même temps, il a 37 ans, il n'est pas si jeune que ça, Taramae. Enfin, je l'ai connu à ses débuts, il n'est pas si jeune que ça. Mais ouais, c'est pas l'équipe. Là aussi, je trouve l'équipe assez faible du côté de cette structure. Donc je vois. Le Rota pour les sprints, ça peut le faire. Il y a des opportunités pour lui. Le reste de l'équipe, Arne Marit. Ouais, pourquoi pas. Ouais, pour les sprints, Arne Marit, pourquoi pas aussi. Sur les sprints un peu plus plats, mais je trouve que lui aussi, il est en fin de contrat en passant. Après, le reste de l'équipe, ça m'inspire pas grand-chose, pour tout vous dire. DSM, Max Poul pour le maillot blanc, peut-être, même si je pense que ça va être compliqué vu les adversaires. Et ensuite, pour moi, c'est échappé aussi. Hein. Là aussi, Vandenberg pour les sprints. Mais ça me semble un peu compliqué pour les sprints, mais on va quand même peut-être tenter le coup pour Julius Vandenberg, aussi en fin de contrat, qui n'a pas fait grand-chose cette année. Donc, Leinze aussi, Enzo Leinze, qui est un jeune coureur qui doit faire son premier grand tour, c'est ça. Donc on verra ce que ça va donner. Lui qui était l'année dernière dans l'équipe de développement. Après, Tusveld, Tim Naberman, je sais pas s'il en avait fait un autre de grand tour aussi. Non. Donc on vient avec une équipe encore très jeune. Putain, à 25 ans, il n'avait pas fait encore de premier grand tour. C'est rare. Pourtant, il est chez DSM depuis 2022. Mais ouais, c'est son premier grand tour. Donc Tim Naberman. Mais ouais, il y a Hamilton pour moi, Pavel Bittner, aussi John Czech.
pourquoi pas, pour aller chercher quelque chose, surtout qu'on l'a vu, il a été bon sur le Tour de Burgos, c'est vrai, Bittner. Mais ça manque peut-être d'un autre coureur. Bon, on voit, il a battu Nidolo, hein, par exemple, et Garcia Cortina. Donc ouais, pour les sprints Bittner, avec Vandenberg, pour la montagne, Poul et Hamilton, je pense, pas plus. Cofidis, Guillaume Martin, il dit à chaque fois, je viens pas pour le général, je viens pas pour le général. Cofidis va quand même tenter le coup du général. Brian Cocard pour les sprints, mais alors, à part Thomas Champion et l'Astra, je vois pas qui peut l'aider dans cette équipe. Parce que vraiment, ils ont mis l'équipe montagne et pas l'équipe pour aider Cocard. Donc Cocard seul, rarement été efficace. Et puis après, Guillaume Martin, Brian Cocard, Ruben Fernandez, Yannis Aguirre, Rada Lastra, Kenny Elissonde. Elissonde, ça serait le moment de se réveiller. Yannis Aguirre, ça a été compliqué cette saison, plus compliqué que les années précédentes, donc il faut voir ce que ça peut donner. Et puis Rada Lastra, on verra, mais je serais surpris que Guillaume Martin il joue pas le général quand même, hein, en prenant des échappées, mais qu'il joue pas le top 10. Voilà, je serais surpris. Astana, alors surprise, Mini Vinokourov sera là. C'est la première fois qu'il y a un des fils Vinokourov qui fait un grand tour. Il en profite, hein, parce que l'année prochaine, c'est peut-être plus lui qui aura les clés du camion de l'équipe, donc faut en profiter avec l'arrivée des Chinois. Ouais, Fortunato, pour moi, faut qu'il tente faut qu'il tente le général. Hein, on l'a vu sur le Giro, c'était vraiment bien ce qu'a fait Fortunato, donc moi je ferai la même chose pour Lorenzo Fortunato. Surtout que tu as quand même Terrada et Harold Martin Lopez aussi. Donc ça c'est intéressant. Alors Gianmarco Garofoli, premier grand tour aussi pour Garofoli, jeune coureur de 21 ans. J'aimerais bien voir ce que ça va donner, Garofoli. C'est un jeune coureur italien, intéressant, hein, vainqueur d'une étape sur la vallée d'Aoste, il y a quelques années. Bon, depuis, pas forcément de grands résultats. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner sur ce Tour d'Espagne dans les échappées. Et puis, Hidej Kelling, Santiago Umba également, qui est un jeune coureur, là aussi, qui a eu des résultats l'année dernière sur des courses en dehors de l'Europe. 7ème du Tour of King Lake, quand même, cette année. Coureur que j'attends de voir aussi, Santiago Umba, ce que ça va donner. Pour les sprints, je vois même pas Hidej Kelling faire les sprints, hein, c'est un coureur puissant, mais c'est pas un mec qui a une si grosse pointe de vitesse que ça. Hein. Donc je pense que ça va être compliqué pour eux du côté d'Astana, mais il y a des opportunités pour aider Fortunato, je pense en montagne. Et puis on termine avec les deux équipes invitées, Kern Pharma et Euskaltel. Du côté de Kern Pharma, moi j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Antonio Jesus Soto déjà en sein de Euskaltel. Voir ce que ça va donner Pau Michael et Pablo Castrillo surtout dans cette équipe. Après le reste, ça sera l'objectif de prendre des échappées. Et du côté d'Euskaltel, Berasturi, même si ces derniers temps, il n'a pas fait des grands sprints avec Johan Baou, mais bon, à Berasturi, t'as vu la faiblesse des adversaires. À part Caden Groves, il n'y a quasiment personne. Moi je dirais à Berasturi, il faut qu'il tente sa chance. Et puis après, Godson Martin également, c'est pas mal. Luis André Maté, la légende espagnole, 40 ans, qui va se retirer après cette Vuelta. Il a fait le tour du Portugal. Putain, il enchaîne lui en doute. Portugal, Vuelta, c'est assez rare d'enchaîner les deux. Et il a remporté une étape sur le Tour du Portugal, à Guarda. Il a battu qui à Guarda? Rafael Reis et Elozegui et Tivani. C'est pas mal quand même. Pas mal de battre ces coureurs-là. Tour du Portugal qui s'est fini il y a quelques jours. C'était le 4 août. Ouais. Victoire d'un coureur russe, Artem Nitsch, devant Colin Stussy de la Vorarlberg. Voilà. Artem Nitsch qui court depuis longtemps
enfin de cours au Portugal depuis qu'il était chez Gazprom. Parce qu'il était chez Gazprom, partie des coureurs voilà, qu'on a un peu squeezé après la fermeture de Gazprom, très grand gabarit, je me souvenais. Et Colin Stussy, coureur professionnel depuis 2015. Aucun souvenir de ce coureur-là. Donc voilà, belle victoire pour lui. Ça va lui faire du bien. Voilà, il est à la Vorarlberg depuis 2019. Hein. Donc, ça fait longtemps qu'il est à la Vorarlberg, le Suisse. Et puis Abner Gonzalez, qui est redescendu chez FAPEL. Abner Gonzalez, lui qui était chez Movistar l'année dernière, le concurrent de Porto Rico. Oui, donc qui a fait des bons résultats au Portugal. Donc, on voyait sur les Rantero, par exemple, ou Tejo. Également 11e du Grand Premio International Beras et Serra da Estrela. Ah non. Torres Vedras aussi, hein, le trophée Joaquim Agostino 5e, hein, des bons résultats. Pour Abner Gonzalez, lui, qui était passé chez Movistar. Ils avaient beaucoup d'ambition pour lui chez Movistar et puis les résultats n'étaient pas venus, tout simplement. Donc, ouais, intéressant du côté d'Euskaltel, c'est Aberasturi pour moi pour tenter les sprints. Mais sinon, oui, c'est une équipe qui jouera les échappées, hein, comme Cairn Pharma, ça sera l'objectif de ces deux structures, ce qui fait que Burgos et Cara Rural, quant à elles, ne participent pas à cette épreuve. Vous savez qu'il y a cette habitude-là. On va regarder les débutants sur cette liste de départ et vous allez voir que les débutants sont assez nombreux. Au final, ils sont 54, dont Stephen Kung, dont Wout van Aert, Rota, Trahen, Hermans, Fortunato, qui n'ont jamais participé à cette épreuve. Cepeda aussi, Mauro Schmidt, Marco Frigo, voilà, Baroncini, Lipovic, Skelmose, qui aura des objectifs importants. Paré-Peintre, Trecitello, Vinokourov, bien entendu, et le plus jeune des coureurs débutants, c'est Joshua Tarling, 20 ans et 184 jours, donc 100 jours de moins, pas 100 jours de moins, on va dire 80 jours de moins que Del Toro. Et c'est le plus jeune, voilà, avec Del Toro et Darren Rafferty. Le plus âgé, c'est Luis André Maté, Demarquis Racing et Rui Costa et Michael Woods. Voilà, du côté de la liste de départ. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de présentation. Nous, on se retrouve, donc vous avez déjà la vidéo de présentation de la première étape. Puis nous, on se retrouve demain avec les vidéos de présentation du Tour d'Espagne, du Tour de France féminin également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao, ciao sur l'Amérique Production.